BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour, en effet, aux alentours de 16h20, partageons nos idées de valeurs socialement responsables. L'ISR à l'honneur, et le lundi, c'est notre portefeuille BFM responsable, une quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères de l'ESG que l'on vous présente, portefeuille virtuel. L'un des trois gérants vient de nous rejoindre, c'est Stanislas de Bayancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour. Pour Sycomore Asset Management, on va parler dans un instant des performances de ce portefeuille en temps de guerre. Juste avant, on se pose beaucoup de questions en ce moment sur les contours et les frontières de l'ISR face à la guerre. Est-ce que cette guerre en Ukraine redessine les frontières des nécessités et donc aussi de ce qui est investissable dans la case ESG? Est-ce que les frontières de l'ISR sont redessinées? Alors, elle pose des questions avec deux grands secteurs, celui de l'énergie et celui de la défense. Celui de la défense était historiquement complètement exclu des univers ESG. Pour nous, il l'est toujours aujourd'hui. Il n'y a pas de débat dessus, étant donné les conséquences des produits, d'une partie des produits qui sont construits. Mais c'est vrai que pour certaines banques qui avaient mis des critères ISR dans leur problématique de financement et d'accès au crédit, et notamment au crédit vendeur, etc., se repose cette question et l'ont réévalué. Ça a été le cas en Allemagne la semaine dernière et aux Pays-Bas, où on a vu des banques dire voilà, on avait exclu de nos activités de financement tout ça, mais on le réouvre étant donné la demande. Alors, elles le font aussi parce que quand on voit des grands pays comme l'Allemagne qui, dans les années à venir, vont grandement augmenter leurs dépenses d'armement. 100 milliards d'euros. Voilà. Ces banques veulent probablement ne pas être complètement absentes de ça. C'est une question qui peut se poser. En tout cas, nous, de notre point de vue, on n'a pas modifié nos processus d'investissement. Philosophiquement, votre approche de ce secteur de l'armement, certains nous disent armer un pays comme l'Ukraine, c'est utile, ça permet de réduire le déséquilibre quand il y a un géant à côté qui s'appelle la Russie. Bien sûr, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de sociétés d'armement qui ne font, par exemple, que des gentilles armes défensives. Ça serait évidemment une excellente solution de dire voilà, on fait que des sociétés qui ont des casques, des gilets pare-balles. Donc, malheureusement, dans l'univers, en tout cas dans l'univers action européen, on n'a pas cette possibilité-là. Et donc, en fait, dans l'éligibilité des entreprises, il y a toujours une partie qui ne correspond pas forcément à la volonté de dire tiens, il faut avoir des capacités uniquement pour se défendre. Donc, on n'a pas ça. Les deuxièmes grandes questions que ça pose, et là où il y a aussi beaucoup d'évolution, c'est sur l'aspect énergie. Et là, pour le coup, l'ISR était très bien positionné, puisque notamment avec les énergies renouvelables, elle apportait déjà une solution à la problématique du réchauffement climatique, à la problématique de l'empreinte carbone, mais qui aujourd'hui, il y a une double problématique qui est à la fois l'efficacité énergétique, la transition, donc apporter des financements dans un secteur qui était extrêmement porteur, mais qui devient aujourd'hui quasiment un secteur d'indépendance nationale. Donc on ne fait plus uniquement des investissements dans ces entreprises pour arriver à horizon à la neutralité carbone, on le fait aussi pour regagner en indépendance géopolitique pour l'Europe et pour les autres zones comme les États-Unis. Donc là aujourd'hui maintenant il y a, je dirais vraiment deux pieds à cet investissement dans les énergies renouvelables, dans la transition écologique, dans les entreprises qui apportent des produits ou des solutions technologiques pour ça. Et ça, je pense que c'était déjà très fort avant cette crise, après une année 2020, post-Covid, où il y avait eu vraiment un rebond très marqué. Et là, on est vraiment dans un ère 2.0 de cette partie-là, où aujourd'hui, une éolienne, c'est pas seulement de l'énergie décarbonée, c'est aussi de l'indépendance par opposition à du gaz importé pour faire tourner des turbines. Oui, enfin, en même temps, j'ai envie de dire non. Enfin, c'est intermittent, et donc quand ça marche pas, on importe le gaz russe, justement. Le problème, c'est l'intermittent. Quand on entend régulièrement, tout cela prouve que c'est une question de mix. Les éoliennes et le solaire, c'est la solution. J'ai envie de dire, non, la preuve, en Allemagne, ça marche pas, manifestement, puisque les Allemands restent dépendants du gaz russe, et sinon du charbon, donc c'est pas mieux. C'est une question de mix. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le mix allemand, déjà, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs pour le gaz. Donc déjà, je pense que l'une des conséquences de cette crise, peu importe votre métier, ça sera des supply chains beaucoup plus diversifiées, où on ne va pas chercher forcément uniquement à optimiser le coût, mais à dérisquer sa supply chain, qu'on soit dans l'automobile ou dans les matières premières, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est le choix de l'Allemagne, qui a commencé il y a une dizaine d'années, post-Fukushima, à changer son mix, mais n'avait pas forcément entrevu ça. Et c'est vrai que dans la qui est quand même incroyable. Dans la grande politique d'Angela Merkel... C'est une erreur, mais majeure, totale. Alors, c'est vos mots, mais en effet, on peut l'interpréter comme ça. C'est quand même énorme. La France a choisi de ne pas faire ce choix, justement. La France n'a pas fait ce choix. La France est restée à une époque où c'était pas forcément très à la mode à conserver son atout nucléaire. Et aujourd'hui, a un mix assez diversifié, avec évidemment la pierre angulaire qui est le nucléaire, mais à côté de ça, l'hydraulique, qui a commencé dès les années 60 et qui produit une énergie à bas coût, complètement décarbonée, etc. Donc c'est très bien. Sont venus les nouveaux renouvelables ensuite, notamment le solaire
et les éoliens, donc ça qui marche à plein et qui vont continuer à se développer dans les années à venir. Et puis après, on a des solutions d'appoint. Finalement, gaz et charbon, il va rester une centrale ouverte. Gaz et charbon, c'est assez petit. Donc finalement, quand les prix des matières premières augmentent, le coût marginal des quelques mégawattheures en plus dans ces centrales va être élevé, mais le prix moyen reste tout à fait compétitif. Et donc on le voit bien même aujourd'hui dans la réponse politique et diplomatique. L'Allemagne est tout à fait gênée parce que c'est le grand pays européen en plus qui pèse très lourd, qui a finalement le mix qui est complètement inadapté à la situation actuelle. Mais à la limite, tant mieux pour l'investissement puisque ça les amènera encore davantage à transformer ce mix vers les solutions climatiques et énergétiques, vers la transition, etc. Donc ils étaient déjà assez ouverts à ça, c'est quand même un pays qui avait une vraie volonté, mais ils vont aller plus loin et puis après ça va poser d'autres questions, le stockage, etc. Puisque comme vous l'avez dit, ça peut être intermittent, mais là-dessus ça va devenir aujourd'hui une question d'indépendance politique. C'est en marchant qu'on apprend à marcher, voilà, et en forgeant qu'on devient forgeron. Le portefeuille BFM Responsable, il est en train de faire ses preuves là dans cette période de grande volatilité de marché. Le portefeuille, belle semaine la semaine dernière. On a en tout cas plutôt surperformé par rapport au reste du marché. Oui, bon début d'année, très bonne semaine la semaine dernière, avec un mix de valeurs qui est assez diversifié. Donc on en parlait à l'instant, mais ce sont les énergies renouvelables qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu au cours des 2 dernières semaines, puisque finalement elles apportent une deuxième solution, en plus de celle du carbone, celle de l'indépendance. Donc ça a été très porteur. Et on a d'autres valeurs qui se sont très bien comportées, mais comme notamment dans l'assurance Allianz, qui a connu un beau rebond et qui finalement est quasiment pas en baisse depuis le début de l'année, donc ça c'est assez favorable. Et on a d'autres valeurs en revanche qui ont pas mal baissé, mais sur lesquelles on est tout à fait confiant dans le potentiel de rebond. Donc on a à la fois déjà de l'avance depuis le début de l'année, mais on a des valeurs un petit peu en retard. Je pense notamment à Alstom dans le portefeuille, qui ont un potentiel assez important de rebond et qui, là aussi, dans des manières de se déplacer qui a moins d'impact environnemental et qui, je pense, pour la suite de l'année, aura une capacité à fortement revenir. On garde Alstom dans le portefeuille BFM. On garde Alstom. Alstom a pâti de l'acquisition de Bombardier ou post-acquisition, on va dire qu'il y a certains contrats qui avaient été réalisés par Bombardier qui n'étaient pas forcément dans les conditions les plus favorables pour l'entreprise. Et donc ça a eu un impact négatif. Après, aujourd'hui, nous l'avons mis dans le portefeuille et on pense que le niveau de valorisation, en particulier depuis 2 semaines, particulièrement bas, est très attractif. Donc on conserve Alstom dans le portefeuille. Une des 15 valeurs, la plupart d'entre elles éligibles au PEA, on le rappelle, et surtout aux critères socialement responsables. Le carton de la semaine dernière, on va revenir à cette thématique de la transition énergétique, c'est Voltalia. Sur la semaine, le titre a gagné 35% et depuis le début de l'année, il gagne 10%. Tout à fait. Alors c'était déjà un titre qui, dans le portefeuille, avait très bien marché en 2020, qui était un peu l'année où le Covid avait finalement réaccéléré ses thèmes autour de la transition. 2021, il y avait eu un petit peu de dégonflement sur cette partie environnementale. Et puis là, c'est revenu en force vraiment sur la solution que ça peut apporter. Alors en effet, vous l'avez dit, c'est intermittent, mais il existe différents types d'énergie. Il y a d'autres titres comme Solaria qui ont, sur le solaire, plutôt fait une très belle semaine aussi au cours de la semaine dernière et la semaine précédente. Donc ça, c'est une thématique qui était importante, qu'on a su conserver en portefeuille quand elle était, on va dire, moins active l'année dernière et qui là, cette année, apporte un très beau rattrapage et qui fait qu'on peut avoir un très beau portefeuille qui, sans armement, sans société pétrolière, qui était évidemment 2 secteurs très porteurs cette année, réalise quand même une très bonne performance. Et Voltalia qui a annoncé ouvrir un nouveau champ justement solaire en Grèce il y a quelques jours. Il y a eu de nouveaux entrants aussi dans ce portefeuille ces toutes dernières semaines. Ça marche bien. Les derniers, on avait mis Pharmagest dans les plus petites. Donc là, c'est un métier qui est notamment de logiciel. Donc c'est pas, on est loin de la crise. Ça a un petit peu plus souffert de l'aspect petite capitalisation. Donc il y a eu un petit peu de volatilité sur le titre, mais ça conserve toute notre confiance sur cette partie-là. Dans les titres qu'on regarde avec les éléments actuels, on voit que le prix des matières premières peut être durablement élevé. On a parlé des énergies renouvelables et de la transition, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi sur les métaux, toutes les entreprises de recyclage. Donc aujourd'hui, nous n'en avons pas en portefeuille, mais il y a certains titres qu'on regarde dans ce domaine, type Ruby ou Boliden, qui pourraient être particulièrement attractifs parce qu'ils répondent évidemment, quand plus les prix sont élevés, plus le recyclage devient intéressant dans ces métaux. Il y a quand même une question que je me pose, c'est si les éoliennes et le solaire doivent faire partie des portefeuilles responsables, pourquoi est-ce que les groupes spécialisés dans l'extraction minière des métaux nécessaires ou des matériaux nécessaires à la fabrication des éoliennes ne sont pas, eux, éligibles à ces mêmes fonds socialement responsables? Je trouve qu'il y a un paradoxe, Stanislas. Alors oui, il est évident que pour construire une éolienne, il faut des matières premières, il faut les extraire. Voilà. Et on se cache derrière notre petit doigt. Après, alors je ne pense pas que nous on se cache, mais... Pas vous, non. En général, la société... le point est intéressant. En fait, ce qu'il faut, c'est que les standards de production... En fait, il faut que chaque société, une société d'éolienne apporte une solution, mais il faut aussi que la société qui lui amène les métaux ait des standards
de production, en particulier environnementaux, parce que c'est souvent là que le bas blesse, mais parfois également sociaux dans ces entreprises-là, minières, où les conditions sociales sont pas excellentes, et d'autant plus avec les prix actuels des métaux, elles ont la capacité à avoir des politiques sociales et sociétales sur les communautés qui entourent, qui soient tout à fait favorables. Et ce qui est certain pour nous, c'est que ces entreprises vont faire une transition, car au fur et à mesure du temps, si elles ne migrent pas vers des modèles qui ont des impacts sociaux et environnementaux meilleures que par le passé, elles auront une base d'investisseurs qui mécaniquement va s'atrophier et se restreindre. Donc le recyclage de ces métaux pour nous est une manière d'apporter une solution, mais ces entreprises-là aussi, petit à petit, arriveront aux standards suffisants pour qu'on puisse investir dessus. Stanislas de Bayancourt, un des 3 gérants de ce portefeuille BFM Responsable, aux côtés de Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Mescart. Merci d'être passé nous voir. Mescart Hamilton, je crois que l'on dit. Et vous, Stanislas de Bayancourt, pour Sycomore Asset Management. Merci d'être passé. Merci beaucoup.